Bonsoir à tous. On prend des nouvelles de la Colombie à l'approche de l'élection présidentielle qui se tiendra le 29 mai prochain. Avec cette question, où en est le processus de paix? Alors si 12 000 hommes des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, ont rendu les armes suite aux accords de paix signés en 2016 avec le gouvernement colombien, eh bien de nouveaux groupes armés ont pris le contrôle dans les territoires abandonnés par la première guérilla du pays, venant raviver la violence. En témoigne la hausse des assassinats de défenseurs des droits humains et de leaders communautaires. Alors comment l'Église agit-elle auprès des victimes? Que faire pour pacifier le pays? On fait le point dans un instant avec notre invité, le frère Juan Francisco Correa, dominicain colombien. Mais tout d'abord, quelques repères. La Colombie est un État situé en Amérique du Sud. Elle est frontalière avec le Panama, à l'est avec le Venezuela et le Brésil, et au sud avec l'Équateur et le Pérou. Sa population est d'environ 50 millions d'habitants. Sa capitale est Bogota. Sur le plan religieux, la Colombie compte 73,5% de catholiques, environ 10% de protestants, 9% d'autres religions et 7,5% d'athées et de sans affiliation religieuse. Tout de suite, je retrouve mon invité. Frère Juan Francisco Correa, bonsoir. Merci de nous retrouver. Quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes originaire du département de Santander, situé dans le nord-ouest de la Colombie. Vous êtes dominicain depuis 2007. Vous avez été ordonné prêtre en 2014. Et la première année de votre ordination, vous l'avez passée dans le sanctuaire marial national de Chiquinquirá, donc un lieu cher aux Colombiens, grand sanctuaire marial du pays. Et vous êtes en France maintenant depuis 7 ans, vous avez suivi un master, puis fait une thèse sur l'histoire des Colombiens en Colombie. Vous êtes également, l'histoire des Dominicains, dans votre pays. Et puis vous êtes également doctorant en théologie à l'Institut catholique de Paris. Peut-être un tout petit mot sur ce sanctuaire de Chiquinquirá qu'on ne connaît peut-être pas très bien, nous ici. Tout à fait. Bonsoir Stéphanie. Et en effet, Chiquinquirá, c'est les lieux où il y a eu une apparition de la Vierge Marie. Vous savez, les dominicains sont très, très mariales. C'est un ordre qui a prêché beaucoup la dévotion mariale. Et dès leur arrivée en Colombie, ils ont apporté une image de la Vierge. Une fois en Colombie, au XVIe siècle, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, ils ont fait faire un tableau de Notre-Dame. Vite, il a perdu ses couleurs et puis à un moment donné, il s'est renouvelle tout seul. C'est un miracle. Et depuis lors, depuis le XVIe siècle, il y a cette dévotion dans ce lieu qui s'appelle Chiquinquirá. Au XXe siècle, au XXe siècle, il a été proclamé patron de la Colombie. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont faire un pèlerinage, qui vont à la messe, qui vont se confesser. C'est un lieu vraiment spécial, plein de foi, plein de spiritualité. Et c'est les Dominicains qui sont toujours en charge de ce sanctuaire. Alors, on en vient à l'actualité imminente de l'élection qui aura lieu le 29 juin. Donc, rappelons brièvement les principaux candidats. Donc, à gauche, on a Gustavo Petro qui est en tête dans les sondages, un ancien membre de guérilla, ancien maire également de Bogota. Et puis à droite, c'est Federico Gutiérrez, ancien maire de Medellín. Dites-nous rapidement, quel est actuellement le climat dans le pays? On a suivi, nous, il y a un an à peu près, tout ce qui avait concerné un peu la contestation sociale suite à une réforme fiscale que devait faire passer l'État. C'était compliqué, il y avait des manifestations, il y avait la répression. Un an après, où est-ce qu'on en est? En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui sont pas très contents avec le gouvernement qui est en train de partir. Mais les gens, ils sont convaincus, c'est ce qu'on voit un peu, les gens sont convaincus que c'est vraiment par les élections qu'on pourra changer un peu l'avenir du pays. Il y a évidemment les étudiants qui sont descendus dans les rues l'année dernière, mais il y avait aussi des tas de personnes qui étaient inquiets pour l'avenir des accords de paix. Il y a aussi des personnes qui demandaient beaucoup plus d'aide sociale, surtout à cause de la pandémie, parce que le pays a été très, très touché. Oui, très, très touché, en fait. Mais pour l'instant, ça, c'est intéressant. Pour l'instant, il y a une ambiance de calme. Je pense que vraiment, on est convaincu que c'est les élections qui pourront donner une réponse
à toutes ces demandes sociales qui ont été exprimées l'année dernière pendant les manifestations qui ont duré 2 mois et qui ont fait beaucoup de violence aussi et qui ont provoqué aussi des réactions des forces de l'ordre qui ont terminé avec un bilan d'une vingtaine de morts. Alors on en vient aux accords de paix. On les avait suivis de près ici, les étapes qui ont conduit à cet accord qui finalement était assez mal aimé puisqu'il a été rejeté par référendum, il a été adopté par le Congrès. Ivan Duque, donc, qui est l'actuel président depuis 2018, il n'y était pas favorable, il était assez critique, mais il s'était quand même engagé au moment sur les élections à poursuivre la mise en œuvre de l'accord. On en est où justement? Quel bilan tirer de ces années Duque à ce sujet? Oui, en fait, il faut dire que le gouvernement il est obligé de mettre en place les accords de paix. Parce que les accords de paix, ils ont été approuvés par, évidemment, les référendums, ça a été raté, mais après, le Congrès a approuvé ces accords et disons qu'ils appartiennent à la loi du pays. Alors, le gouvernement, il ne peut pas faire autrement. Mais le gouvernement d'Ivan Duque, il a beaucoup travaillé surtout dans deux éléments des accords de paix. Le premier élément, c'était la réintégration des anciens guerrilleros. Le président, il l'a dit souvent, je veux respecter la parole, surtout à toutes ces personnes qui ont déposé les armes. Et là, il faut le dire, le bilan, il est plutôt positif. Réintégration dans la société civile. Oui, tout à fait. Et il y a un autre côté des accords qui étaient, disons, mise en place avec un certain succès, c'est la justice transitionnelle pour la paix. Il y a aussi cette commission de la vérité, c'est-à-dire c'est les moyens par lesquels on essaye de répondre aux besoins de toutes les victimes de la violence. Mais évidemment, c'est un accord de paix qui est beaucoup plus complexe. Il y a au moins une centaine d'institutions qui ont été créées. C'est tout un édifice juridique qui a été créé à l'issue des accords de paix. Et il faut encore travailler beaucoup pour qu'il soit respecté pleinement. Vous voyez, il y a 6 éléments qui font partie de ces accords. 6 grands points. 6 grands points. Les premiers, c'était évidemment la finalisation du conflit. C'est le fait de déposer les armes. Mais aussi, à côté, il y a beaucoup d'autres éléments. Par exemple, il faut faire la pédagogie sur ce qui a été les conflits. Vous voyez, à Bogota, on a fait un monument avec toutes les armes. Elles ont été fondues et on a fait un monument pour la paix. Mais il y avait aussi un autre élément, une deuxième partie de l'accord, c'était la réparation des victimes. Et là-dessus, on en est où alors? Alors pour la réparation des victimes, c'est un processus, excusez-moi, je le dis à nouveau, mais très complexe, parce que déjà, il faut passer par une étape de reconnaissance des victimes. Identifier. Qui sont vraiment les victimes de ces conflits? Et il y a eu des personnes qui ont voulu se faire passer par des victimes pour faire obtenir des bénéfices de l'État. Alors ça, c'est complexe. Et puis, il faut aussi essayer de leur donner à nouveau la propriété de la terre. Parce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui ont été déplacées à cause de la violence, qui habitent à Bogota ou dans les grandes villes. Le grand défi maintenant, c'est comment faire une réforme agraire pour qu'ils puissent avoir accès à la terre et pour qu'ils puissent revenir à la campagne. Il y a aussi la question de trouver les corps des personnes qui ont été tuées. Là, il y a une autre institution qui s'appelle l'Institution pour la recherche des personnes victimes de la violence. Parce que, vous savez, des personnes qui ont été tuées, qui ont été enterrées un peu partout dans la Colombie, il y a des critiques qui disent que la Colombie, c'est un cimetière entier. Et il y a d'autres victimes qui ont été jetées dans le fleuve. Alors, il faut essayer de trouver où sont leurs corps. Comme ça, leurs familles pourront faire le deuil. Il faudra aussi essayer de réparer, du point de vue financier, ces familles. Et surtout, un droit qui est vraiment important, c'est le droit de la vérité, le droit à la vérité. Et ça, c'est une construction que nous sommes en train de faire, qui prend du temps. Pour cela, il y a les tribunaux spéciaux pour la paix, les tribunaux spéciaux pour la paix, mais de l'autre côté, il y a aussi la commission de la vérité. Voilà, vous l'évoquiez en un mot, comment elle est constituée? Oui, en fait, c'est une commission qui essaie de chercher la vérité du conflit, qui essaie d'expliquer quels sont les facteurs qui ont conduit à ce conflit et qui a aussi un but pédagogique pour éviter que cette situation soit répétée à l'avenir. Ce n'est pas une vérité judiciaire. Pour la vérité judiciaire, il y a les tribunaux, mais c'est une vérité surtout qui cherche à guérir les blessures qui ont été causées, non simplement dans les victimes, dans les familles des victimes, mais aussi dans la société entière.
Parce que là, on ne se rend pas compte, mais les victimes de la violence ne sont pas simplement celles qui subissent directement la violence, mais c'est aussi toute la société. Et c'est une violence qui, effectivement, a infusé dans toute la société depuis des décennies, en fait. Oui, depuis 50 ans. Et en fait, il y a un fléau qui est très important en Colombie, c'est le narcotrafic. Ça faisait partie aussi d'un autre élément du désaccord de paix. Disons qu'à partir du moment dans lequel on commence à faire le business avec le narcotrafic, ça change aussi beaucoup la mentalité des gens. Parce que c'est la mentalité de l'argent facile. Il n'y a pas que le narcotrafiquant qui pense à cet argent qui vient du narcotrafic, mais il y a aussi toute une culture qui est affectée, qui est touchée. Et alors, il y a beaucoup de gens. On avait jusqu'à il y a quelques années des feuilletons à la télé, beaucoup de romans qui étaient sur le narcotrafic. Et on a créé d'une certaine manière une pensée qu'on pouvait faire de l'argent facile. C'était acceptable. C'est acceptable. Et ça va dégénérer une société, en fait. Mais ça a des racines beaucoup plus profondes. Vous voyez, c'est vraiment des racines qui passent par un processus de violence qui a duré 50 ans et qui a été vraiment arrêté. Ça, il faut le dire. Les guérillas des FARC, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est 12 000 guérilleros qui ont déposé les armes. Alors vraiment, là, je pense qu'on peut dire qu'on a tourné la page. Malheureusement, on a tourné une page pour aller aussi vers d'autres violences. Tout à fait. Voilà, dites-nous brièvement, qu'est-ce qui se passe maintenant ? En fait, vous savez, la Colombie, c'est un pays qui fait 2 fois la France, du point de vue de la superficie. C'est un pays très montagneux, il y a beaucoup de forêts, et il y a beaucoup de régions qui sont abandonnées par l'État. C'est très compliqué de faire présence de l'État un peu partout. Et alors, dans beaucoup de ces endroits où les guérillas des FARC ont quitté, il y a d'autres mouvements de guérillas ou d'autres mouvements des paramilitaires ou des narcotrafiquants qui ont pris le pouvoir et qui sont les seigneurs de ces endroits. Et alors ça, c'est un grand défi pour l'État, parce qu'il faut envoyer dans ces endroits-là non simplement des forces de l'ordre, mais il faut envoyer aussi des institutions sociales, l'éducation, il faut l'accompagnement, il faut aussi des entreprises pour créer du travail là-bas. C'est pas évident. C'est vrai que les accords de paix sont un défi à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, qui est déjà contemplé dans les accords, mais qu'il faut vraiment avoir la volonté pour les mettre en place et pour développer une politique de paix. On en vient après cet état des lieux à aussi l'espérance et les pistes concrètes qui sont déployées pour la paix. Le père Eliezer Soto, il est engagé depuis de nombreuses années auprès des victimes du conflit armé. Ce prêtre du diocèse de Barranca-Bermeja, situé dans le nord-est de la Colombie, a été nommé par l'épiscopat colombien en février secrétaire de la Commission nationale de conciliation. Alors, quelle est sa vision sur le rôle de l'Église catholique face au conflit? On écoute sa réponse. En un conflicto armado, el país es como una casa que se incendia. ¿Qué hay que hacer como iglesia y qué tenemos que hacer todas las organizaciones humanitarias? Hay como 3 tareas. Primero, ayudar a las víctimas, salvar a las víctimas. Segundo, apagar el incendio o ayudar a apagar el incendio. Y tercero, reconstruir la casa. Cada diócesis atiende las necesidades concretas que se dan en su territorio cuando hay masacres, cuando hay secuestros por parte de los actores del conflicto o cuando hay dinámicas que afectan a la población. Hay población que recibe desplazados que vienen de otra región. Entonces, en el Chocó, por ejemplo, se atiende a las víctimas de una masacre, pero en Antioquia o en Santander se atiende a los desplazados que llegaron del Chocó. Entonces, los obispos tomaron la iniciativa de no legitimar a los grupos armados, pero sí buscar un acercamiento a ellos a través de unos diálogos pastorales que no son diálogos políticos, que no son diálogos de la institución estatal, sino que son parte de la tarea evangelizadora de la Iglesia para la construcción de la paz y de la reconciliación. Père, voilà, on l'entendait, ce que nous explique le Père Soto, c'est que l'Église, elle est vraiment présente, elle est là auprès des victimes. Oui. C'est un travail essentiel. Dites-nous, les frères dominicains en Colombie, est-ce que certains sont engagés aussi dans ce travail de réconciliation? Oui, en fait, déjà, on n'est pas très nombreux, on est 200. On travaille beaucoup dans les domaines de l'éducation, mais aussi on est dans des zones de mission. Par exemple, il y a une zone près du Venezuela qui s'appelle Catatumbo. C'est vraiment un chemin pour la drogue.
Et là, il n'y a pas beaucoup de présence de l'État, mais il y a la présence de l'Église, il y a la présence des dominicains. Ils se sont beaucoup investis pour faire la promotion des droits humains là-bas, pour former des leaders. Parce que les frères dominicains, ils ne peuvent pas faire tout seuls, ni les jésuites, ni les religieux, mais ils doivent aussi éduquer les personnes pour que les personnes elles-mêmes puissent revendiquer leurs droits. Et alors là, ça c'est important. Et du point de vue des dominicains, on n'est pas simplement les frères, mais il y a aussi les sœurs, mais il y a aussi des laïcs qui sont investis dans des tas de lieux marginalisés, et non simplement dans la campagne, mais aussi dans les villes. Vous voyez, Bogota, c'est une ville de 10 millions d'habitants, mais il y a des millions de personnes qui habitent dans des bidonvilles. Et là, on a vraiment un travail des frères, des sœurs, de beaucoup de chrétiens qui s'investissent pour la promotion sociale. Et justement, à plus long terme, comment est-ce qu'on peut pacifier ce pays, la Colombie? Nous avons posé la question au père José Dario Rodríguez Cuadros. Ce jésuite colombien avait d'ailleurs fait une thèse en France sur le conflit armé en Colombie. On l'écoute. La Colombie est un pays des régions et le conflit armé, la violence et aussi la construction de paix ne peut se faire de la même manière dans la région du Pacifique colombien que dans la région de la frontière avec le Venezuela. Disons, c'est deux réalités complètement différentes, même si c'est le même pays. Mais je crois que toutes les initiatives qui peuvent travailler dans cette direction, voilà, de la construction d'une paix dans le territoire et d'une paix territoriale qui intègre les mouvements sociaux, qui intègre le gouvernement, qui intègre aussi la police, l'armée, et qui intègre aussi l'Église, qui intègre aussi la société civile. Je crois que c'est des initiatives qui peuvent avoir vraiment des résultats intéressants dans le pays. Disons que penser une paix nationale sans passer par la construction de paix dans le territoire, c'est vraiment une utopie. Qu'est-ce que vous en pensez, frère? Vous partagez ce point de vue? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. En fait, la Colombie, c'est plusieurs pays à l'intérieur. Alors, il faut essayer d'abord de répondre aux besoins vraiment des petites communautés. Vous voyez, on parle des accords de paix à Bogota, mais on trouve des régions comme Chocó, comme Buenaventura, comme Catatumbo, qui sont vraiment loin du pays, personne ne les entend. Et il faut d'abord répondre à ces communautés isolées, abandonnées, pour vraiment construire la paix. C'est ce qu'on appelle en fait, les accords de paix, on pourrait les appeler, disons, la paix négative. La paix négative, c'est réduire la violence, finir avec la violence, et essayer de faire la réintégration des anciens guerrilleros. Mais il y a aussi la paix positive, c'est-à-dire essayer de construire des structures qui puissent éviter des nouvelles violences. Et paix positive, paix négative, on arrive à ce qu'on appelle la paix imparfaite. C'est-à-dire, on fait des efforts pour ne plus avoir des conflits, ou des conflits violents plutôt, tout en sachant qu'il y a des endroits où il y aura encore des violences, mais on travaille ensemble. Il faut faire les deux travaux ensemble, la paix négative, la paix positive, pour arriver d'une certaine manière à construire une paix, comme disait le père José Dario, une paix nationale, mais qui parte des régions. Qui part des régions et c'est l'affaire de tous, la paix, l'affaire de tous les Colombiens? Oui, tout à fait. Et il y a un élément qui est très important pour que ce soit vraiment une affaire de tous, c'est que la paix doit commencer aussi par le langage. Vous voyez, parfois, les violences, ça commence par des discours qui sont un peu violents, qui promeuvent la violence. Alors là, je pense que les élections, les prochaines élections, c'est vraiment une occasion pour dire la paix, on va tous la construire, on va tous soutenir, non simplement les accords de paix, mais aussi on va tous soutenir tous les efforts qui sont faits dans toutes les régions pour chercher la paix. Merci beaucoup, frère Francisco Correa, pour cet éclairage. On va continuer, bien sûr, à suivre la situation dans votre pays. On fait tout de suite un bref tour d'autres informations. Aux États-Unis, la fuite d'un document révélant que la Cour suprême pourrait revenir sur l'arrêt Roe versus Wade, reconnaissant depuis 1973 le droit à l'avortement, ravive les débats partisans sur cette question. La décision de la Cour attendue fin juin pèsera dans les urnes lors des élections de mi-mandat en novembre. Les explications sur cette polarisation et ce qui pourrait advenir par Francis Meyer, chercheur américain à l'Université Notre-Dame dans l'Indiana. Well, I think there will be demonstrations. I don't think that there's a lot of popular energy behind this. It's basically activists on the other side with two purposes. One is to intimidate the judges to change their opinion.
because the opinion isn't final yet, as you know. And the other is to try to generate the base of the political left in this country to turn out for November elections that are going to be very difficult for the Democrats. C'est une première dans l'histoire face au conflit ukrainien. La Commission européenne propose de sanctionner un responsable religieux, le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe. Cette 6e série de sanctions envers la Russie concerne 58 nouvelles personnalités. Les sanctions, si elles sont validées par les États membres, sont l'interdiction d'entrer dans l'UE et le gel des avoirs. Les Béninois s'apprêtent à fêter le centenaire de la naissance du cardinal Bernardin Gantin. Cette grande figure de l'Église du Bénin est né le 8 mai 1922 dans le petit village de Tofo. Il deviendra à 37 ans le premier archevêque métropolitain africain. Le jeune archevêque de Cotonou suivra tous les travaux du Concile Vatican II. Puis en 1971, il quitte son pays natal pour Rome, appelé comme secrétaire adjoint de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Créé cardinal par Paul VI en 1977, il deviendra en 1984 préfet de la Congrégation des évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. En 1993, il est nommé doyen du Sacré Collège par Jean-Paul II. Et ensuite, il va quitter cette charge en 2002. Il retournera au Bénin, c'était son souhait. Il meurt à Paris le 13 mai 2008 et est inhumé dans son pays, dans la chapelle du grand séminaire Saint-Gall de Ouida. Son petit cousin Jérôme Gantin, qui vit en France, a eu l'occasion de bien connaître le cardinal dans les dernières années de sa vie lorsqu'il était soigné à Paris. Il nous partage des souvenirs qu'il garde de lui. Malgré la charge de ses fonctions à l'époque, d'accord, il était très au courant de ce qui se passait chez lui, c'est-à-dire en famille, au village de Zanianado. Il se souciait beaucoup de notre éducation et aussi de la qualité d'hygiène de vie que les uns et les autres peuvent avoir. Ce qui nous enseignait, en tout cas à moi, c'est véritablement la simplicité dans la vie, d'être à l'écoute sur les choses qui ne sont pas forcément des choses religieuses. Il était curieux de savoir, en tout cas, moi, c'est ce que je sentais dans mes partages et mes liens avec lui, comment je m'organisais en tant qu'étudiant à Paris, sans bourse, ainsi de suite. Bon, voilà, il était là en conseil, et je me rappelle quand je lui ai annoncé que je me mariais, par exemple, son premier réflexe a été de dire « Jérôme, sache que c'est la réunion de deux familles, en fait, que je dois faire autant attention à ma belle famille qu'à ma famille, à moi. » Ça, ces phrases résonnent toujours dans ma tête aujourd'hui, quoi. J'ajoute que pour marquer cet anniversaire, l'Église du Bénin prévoit plusieurs événements ces jours-ci. Après une messe d'action de grâce célébrée le 8 mai dans les paroisses, une veillée souvenir aura lieu le 12 mai à 20h à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Le 13 mai, un colloque sera animé à l'Institut Jean-Paul II, suivi d'une visite sur la tombe du cardinal. Le 14 mai à 9h30, ce sera une messe pontificale célébrée à la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Et tout de suite, comme chaque semaine avant de terminer notre édition, place à la chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis Maurice Dolly Chung, laïque catholique à Port-Louis. Bonjour de l'île Maurice. Nous sommes en ce moment à ICJM, Institut Cardinal Jean Margéot, centre de formation pour le diocèse. Et j'ai à mes côtés Père Sylvain Victoire, prêtre jésuite mauricien, et aussi responsable du service de spiritualité au sein de l'Institut, ici. Depuis une vingtaine d'années, la spiritualité ignatienne est bien implantée à Maurice, grâce à la présence des pères jésuites, des sœurs mères réparatrices et des sœurs de Lorette, qui ont formé, avec beaucoup de bienveillance et de dévouement, des laïcs vers l'accompagnement spirituel. Ces personnes formées sont des accompagnateurs et accompagnatrices spirituelles. C'est une grande grâce d'être cet instrument de Dieu et d'être ce témoin privilégié, de voir l'œuvre dans la vie des accompagnés, mais aussi les fruits qui en découlent, conversion, réconciliation, pardon, transformation intérieure, plus de paix et de joie, d'espérance, pouvoir rebondir avec le Christ.
Comme Père Sylvain, le responsable, nous dit, pour nous, c'est important de proposer aux laïcs venant de toutes les couches sociales de Maurice une formation spirituelle sérieuse pour grandir dans la foi en Jésus-Christ et prendre leur part dans la vie de la société. En cette année ignatienne 2021-2022, le thème est « Voir toutes choses nouvelles en Christ ». Ensemble, voyons toutes choses nouvelles en Christ. Merci Dolly. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Au revoir.